Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans cette période plus que compliquée. Donc déjà petit mot du début, donc, accrochez-vous. C'est pas facile, mais bon, déjà sachez que le tutorat on est là pour vous. Et voilà, donc, ben, j'espère pour vous que ça ira et surtout accrochez-vous. Accrochez-vous. Donc là, on va corriger le TD numéro 4 de l'UE 1M1. Et donc avec moi, vous allez corriger le premier exercice qui était un exercice qui concernait les effets électroniques dans les molécules. Donc, j'espère donc que ça a été pour vous et que vous avez réussi cet exercice. Et donc la première question, on vous demandait en gros comment impacter les effets électroniques sur l'acidité et la basicité des molécules. Donc déjà, on rappelle ce que c'est que l'acidité et la basicité d'une molécule. Et donc, déjà par définition, l'acidité, elle dépend de la concentration en H3O+. Ça fait notamment référence à la formule du pH, où le pH est égal à moins log de la concentration d'H3O+, ou moins log de la concentration en H+. De même que dans le cas de la basicité, on va regarder plutôt la concentration en HO- dans la solution, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir déterminer si la solution est basique ou non. Et donc, bien sûr, dans le cas de l'acidité, plus la concentration H3O+ est élevée, plus le milieu est acide. C'est ce que je vous marque ici, là. De même que, du coup, dans le cas de la basicité, plus la concentration HO- est élevée, plus le milieu est dit basique. Donc ça, voilà, ça c'était juste des rappels de base. Et donc, pour qu'il y ait libération d'H+, dans le cas de l'acidité, il faut qu'il y ait une rupture de la liaison hydrogène. Par exemple, dans le cas d'un groupement HO, il va falloir qu'il y ait une rupture de la liaison qu'il y a entre l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Et donc, c'est ce que je vous marque ici, cette liaison, donc, elle est faite par la mise en commun de deux électrons. Et si ces électrons s'en vont, c'est-à-dire que si la liaison se rompt, alors il y a un ion H+, qui va être libéré dans la solution, et c'est ça donc qui va faire grimper l'acidité de la solution. Alors que, au contraire, si cette liaison elle est renforcée, c'est-à-dire que si des électrons vont être attirés vers cette liaison hydrogène, alors la liaison va être renforcée, et donc elle aura beaucoup plus de mal à se rompre, et donc auquel cas il n'y aura pas de libération d'ion H+. Et donc justement, ces effets électroniques là, dont on parle, c'est justement les mouvements d'électrons en fait, au sein d'une molécule qui vont être entraînés suite à ces effets. Et donc là, on sait donc qu'il y a plusieurs types d'effets électroniques. Donc déjà, il y a les effets inductifs et il y a les effets mésomères. Et là encore, ils sont séparés en deux catégories. Donc déjà, on va avoir les effets électroniques qui vont être dits attracteurs, c'est-à-dire qu'ils vont attirer à eux les électrons. Donc là, c'est le cas des effets -M et des effets -I. Donc là, comme je l'ai dit là, donc ils vont attirer les électrons vers eux. Et donc si sur la chaîne carbonée, on va trouver un groupement qui va présenter un de ces effets, alors donc, il va attirer les électrons à lui. Et dans le cas d'une molécule acide, donc c'est-à-dire une molécule qui possède un groupe carboxylique en bout de chaîne carbonée, alors il va attirer tous les électrons à lui et il va fragiliser la liaison hydrogène qui donc lie l'atome d'hydrogène à l'atome d'oxygène du groupement carboxylique. Et donc si cette liaison est fragilisée, alors le groupement libérera plus facilement un ion H+ dans la solution et donc la molécule sera dite acide. Donc c'est ce que je vous marque ici. Ces effets attracteurs vont augmenter l'acidité en fragilisant la liaison hydrogène du groupement carboxylique. Par contre, si on a un effet attracteur, donc -M ou -I, sur une molécule basique, donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont attirer les électrons vers eux, ils vont fragiliser la liaison hydrogène entre l'atome d'azote et l'atome d'hydrogène, et donc, comme j'ai dit juste avant, donc, si la liaison est fragilisée, alors il y aura plus de chances pour qu'il y ait libération d'un OH+. Mais dans le cas d'une molécule basique,
s'il y a libération d'un OH+, alors ça diminue la basicité, ce que je vous mets là, ça diminue la basicité de la molécule. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'était la première catégorie d'effets. On a ensuite ce qu'on appelle les effets d'honneur, donc c'est ce qu'on vous marque ici. Donc là, ce seront des effets qu'on appelle plus M ou moins I, donc M pour mésomère, I pour inductif. Et eux, par contre, à contrario, ils vont plutôt repousser les électrons. C'est-à-dire que si vous avez un effet mésomère ou inductif positif sur la chaîne carbonée, il va repousser les électrons loin de lui, mais là, en repoussant ces électrons, ça va venir renforcer la liaison hydrogène qui va se trouver sur la fonction principale. Donc, par exemple, dans le cas d'une molécule acide qui possède une fonction acide carboxylique, ça va diminuer l'acidité parce que ça va venir renforcer justement la liaison hydrogène de la fonction principale. Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant, si les électrons sont attirés par un effet mésomère ou inductif, ça va fragiliser la liaison hydrogène. Par contre, si l'effet mésomère ou inductif repousse ces électrons à lui, alors grosso modo, vous allez avoir tous vos électrons qui vont venir se rassembler au plus proche de la liaison hydrogène. Donc la liaison hydrogène sera beaucoup plus forte, mais il y aura moins de chances pour qu'il y ait libération d'un OH+, donc l'acidité de la molécule va diminuer. De même que dans le cas d'une molécule basique, ces effets, ils vont par contre venir augmenter la basicité en renforçant la liaison NH. C'est-à-dire que là, voilà, en fait, à chaque fois, c'est l'inverse entre une molécule acide et une molécule basique. Si ça diminue l'acidité d'une molécule acide, alors ça va augmenter la basicité d'une molécule basique. Parce que là, du coup, votre molécule basique, si la liaison hydrogène est renforcée, il n'y aura pas de libération de H+, donc votre molécule restera bien basique. Donc voilà, et donc ici, donc, on vous précise également qu'on va comparer que deux types de molécules, donc c'est-à-dire des molécules acides et des molécules basiques, des molécules acides et des molécules basiques. On vous demande surtout ça en fait en première année. Donc vous allez avoir à comparer des molécules donc, portant un groupe carboxylique en bout de chaîne entre elles, ou des molécules qui portent une fonction amine entre elles. Par contre, vous n'aurez jamais à comparer une molécule qui porte un groupe carboxylique et avec une molécule qui porte une fonction amine. Vous ne pourrez jamais comparer les deux. Vous aurez toujours à comparer des molécules basiques entre elles ou des molécules acides entre elles. Mais ce ne sera jamais mélangé. Donc voilà. On passe ensuite à la question 2. Donc là, en gros, il fallait déterminer l'ordre dans lequel sont classées les molécules par ordre croissant d'acidité, et ça nous permettait donc de retrouver l'ordre dans lequel les objets sont renversés par Marty. Donc, c'est bien important de noter ordre croissant d'acidité. Faites bien attention, c'est en partiel, des fois il suffit de lire vite et on peut facilement se tromper, donc là on nous demandait bien par ordre croissant d'acidité, donc de la moins acide à la plus acide. Et donc là on avait 4 molécules. Donc première molécule, la molécule A, on avait un effet moins M sur cette molécule. Alors en effet, donc là c'est ce que je vous montre ici là, dans la molécule sous forme un peu plus développée. Ici on a un NO2. Alors le NO2 c'est un cas bien particulier, c'est-à-dire que le NO2 c'est un groupement qui possède une liaison simple avec un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène avec un groupement OH, et une double liaison avec un atome d'oxygène. Et donc cette double liaison, elle va être instable entre ces deux atomes d'oxygène, elle va bouger, mais il y aura toujours une double liaison. Donc bien faire attention, quand vous avez ce type de groupement, faites bien attention à regarder s'il y a une double liaison à proximité, donc ici donc une liaison pi, parce que en l'occurrence ici, par exemple là c'est le cas dans cette molécule, ça forme un enchaînement pi sigma pi. Et donc un enchaînement pi sigma pi, c'est ce qui va donner un effet moins m sur la molécule. Donc là voilà, c'est ce que je vous montre ici. Donc vous avez une double liaison là, une liaison simple ici, donc une liaison sigma, puis une double liaison à nouveau qui donne une liaison pi. Donc c'est ce que je vous marque juste en dessous. On a une double liaison NO au sein du groupement NO2. Double liaison instable entre les deux atomes d'oxygène et l'atome d'azote. Et donc, ça forme un effet moins M, qui, comme on l'a dit juste avant, est un effet attracteur d'électrons. Il va attirer les électrons à lui. Et donc, ça va venir fragiliser la liaison OH
du groupement carboxylique qui est ici. Et donc, en fragilisant donc, cette liaison OH, cette liaison hydrogène, ça va favoriser l'acidité de la molécule. On passe ensuite à la molécule B. Donc là, il faut regarder, donc encore une fois, donc les groupements qu'on a en présence. Donc ici, on voit qu'on a un halogène en bout de chaîne carbonée qui se trouve à proximité d'une liaison pi. Donc un halogène, en l'occurrence ici l'atome de brome, par définition, il a toujours 3 doublés non-liants. Et donc un doublé non-liant, dans le cas d'un enchaînement, lorsqu'il est à proximité d'une liaison pi, le doublé non-liant, il va former ce qu'on appelle, on va dire qu'on va l'appeler N. Et donc l'enchaînement pi sigma N, donc double liaison, liaison simple et doublé non-liant, c'est ce qui va former un effet mésomère positif, un effet plus M. Et donc, comme on l'a dit plus haut, un effet plus M va quant à lui repousser les électrons. Donc c'est-à-dire que c'est ce que je vous représente là avec les flèches ici. Je ne vous l'ai pas dit juste avant, mais ici, les flèches que je vous ai représentées en rouge, c'est ce qui montre le mouvement des électrons. Donc ici, pour revenir à la molécule B, on a un effet mésomère positif, donc qui va venir repousser les électrons, donc c'est-à-dire que les électrons vont partir vers le groupement carboxylique, ils vont venir renforcer la liaison hydrogène qui se trouve sur ce groupement, et donc ça va diminuer l'acidité de la molécule. Ensuite, ici, on a une molécule avec en bout de chaîne un benzène. Alors le benzène, par définition, il va avoir un effet inductif négatif. Donc un effet inductif négatif, donc par définition, il va attirer les électrons à lui. En plus, le benzène, on dit que c'est un aspirateur électron, c'est-à-dire qu'il va fortement attirer les électrons à lui. Or, ici, il faut compter le nombre de carbone qui sépare le benzène du groupement carboxylique, et en comptant le carbone de la fonction principale. Donc là, on voit qu'il y a 1, 2, 3 atomes de carbone qui séparent le benzène du groupement carboxylique. On ne compte pas le carbone qui appartient au benzène parce que ça fait vraiment partie du même groupement. Et donc, on sait par définition que un effet inductif, lorsqu'il est espacé de 3 carbones de la liaison hydrogène, justement, euh, alors l'effet se dissipe. Donc en fait, ici, on dit que la molécule est neutre parce que l'effet -I exercé par le benzène se dissipe parce qu'elle est trop loin de la liaison hydrogène du groupe carboxylique. Donc la molécule est neutre, donc on ne peut pas dire qu'elle est acide, mais voilà, disons que l'effet il va y avoir aucun effet exercé sur la liaison OH du groupe carboxylique. On arrive ensuite sur la dernière molécule. Donc là, la dernière molécule, on voit là encore qu'il y a un halogène, donc un atome de chlore. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, un atome de chlore, enfin non je ne l'ai pas dit, mais un atome de chlore, enfin un halogène, ça a un effet inductif négatif. Donc, je me répète encore, mais un effet inductif négatif va venir attirer les électrons à lui et va venir fragiliser la liaison OH du groupement carboxylique. Donc là encore, je vous le représente avec les petites flèches rouges. Donc il attire les électrons à lui, il fragilise la liaison OH, et donc ça augmente l'acidité de la molécule. Maintenant, il va falloir qu'on classe ces molécules par ordre d'acidité croissante. Donc ça, en fait, pour le faire, il faut d'abord tenir compte de la supériorité de l'effet mésomère sur l'effet inductif. C'est-à-dire que si vous avez un effet -M et un effet -I, l'effet -M sera beaucoup plus important que l'effet -I. Et donc ça, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que deux molécules acides, en comparaison, s'il y en a une qui a l'effet -M et l'autre un effet -I, la molécule ayant un effet -M sera plus acide que la molécule ayant un effet -I, parce que dans le premier cas, la liaison OH sera beaucoup plus fragilisée par l'effet -M que la liaison OH fragilisée par l'effet -I. Donc il faut tenir compte de tout ça, et ça nous donnait un ordre d'acidité croissante de BCDA. Donc c'est-à-dire que la molécule B se trouve être la moins acide de nos molécules, puisque, on l'a vu tout à l'heure, elle possède un effet plus M qui va repousser les électrons qui vont venir renforcer la liaison OH. Puis vient la molécule C, qui donc, elle, on a dit en fait que l'effet était neutre, qu'il n'y avait pas d'effet exercé, donc elle est, en fait, elle est plus acide que la molécule B parce que sa liaison OH n'est ni renforcée ni fragilisée.
Puis il nous reste la molécule D et la molécule A. Or, comme on l'a dit juste avant, la molécule A possède un effet -M, la molécule D possède un effet -I, donc la molécule A qui possède l'effet mésomère négatif va être plus acide que la molécule D qui ne possède qu'un effet inductif négatif. Donc ça nous donnait un ordre croissant de molécule B, puis molécule C, puis molécule D, puis molécule A. Et donc pour répondre à notre question, ça nous donnait un ordre des objets renversés par Marty, d'abord le haut-parleur, puis Marty renverse la grosse caisse, il continue avec le batteur, le pauvre, et enfin il renverse le micro en dernier. Donc ça a terminé notre partie 1. Dans la deuxième partie, cette fois-ci, on était en présence de molécules basiques. Donc les molécules basiques, on les reconnaît par le groupement amine qui se trouve en bout de chaîne carbonée et donc qui correspond à la fonction principale. Et donc là, on nous demandait cette fois-ci de les classer par ordre décroissant de basicité. Donc, oh là là. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait les classer de la molécule la plus basique à la molécule la moins basique. Donc tout d'abord, la molécule A. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, donc chaque molécule correspond à un chiffre, et le fait de classer, en classant les molécules par ordre décroissant de basicité, ça nous donnera la date que devra rentrer Marty dans la DeLorean pour rejoindre le dock. Donc, la molécule A. Donc on va faire comme dans la première partie, on va regarder les différents effets qui sont exercés dans chaque molécule. Donc dans la molécule A, on voit qu'en bout de chaîne carbonée, on a un atome d'iode. Donc l'atome d'iode qui est un halogène, donc qui présente un effet inductif négatif. Et donc comme maintenant vous le savez par cœur, un effet inductif négatif est un effet attracteur d'électrons, donc c'est ce que je vous marque ici. Il va venir attirer les électrons à lui, fragilisant ainsi la liaison NH du groupement amine, qui donc sera plus susceptible de libérer un ion H+, et donc ça va venir diminuer la basicité de la molécule. C'est-à-dire que là, attention, on n'est plus dans le cas d'une molécule acide où l'acidité augmente lorsqu'on perd un H+. Là, on est dans le cas d'une molécule basique où la basicité diminue si on perd un H+. Par contre, elle augmente si on garde bien le H+. Je le répète comme ça, à force de le répéter, ça va, vous allez l'imprimer et vous allez voir après, ça va venir tout seul. Donc ici, voilà, donc on a un effet -I qui attire les électrons à lui, qui fragilise la liaison NH, donc ça diminue la basicité de la molécule A. On passe ensuite à la molécule B. Donc là, dans le cas de la molécule B, on n'a pas, on a juste la fonction principale NH2, mais on n'a pas d'hétéroatome après sur le reste de la chaîne carbonée. On a juste un groupe méthyle en bout de chaîne carbonée. Et donc le groupe méthyle, il va exercer un effet +I sur la molécule, mais en fait habituellement on ne le compte pas parce que l'effet qu'il exerce est vraiment très faible comparé au reste. Or là, on n'a aucun autre groupe qui peut venir le concurrencer. Donc c'est lui qui va prendre le dessus forcément. Donc là, dans notre molécule, on a forcément un effet +I exercé par le méthyle, qui va donc venir repousser les électrons, parce qu'on dit que c'est un effet donneur d'électrons. Il va venir repousser les électrons vers le groupement amine en bout de chaîne, et donc va venir renforcer la liaison NH du groupement amine. Et donc, par définition, donc comme on l'a dit juste avant, en renforçant la liaison NH, ça va venir augmenter la basicité de la molécule. Donc là, après, voilà. Là, ici, je vous marque donc que habituellement, on ne tient pas compte du méthyle. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, on avait eu un brome ou si on avait eu n'importe quel autre groupement qui exerce un effet -I plus I, -M plus M, il aurait pris le dessus sur le méthyle. Or là, comme le méthyle est tout seul, on ne tient compte que de son effet à lui. On passe ensuite à la molécule C. Donc là, dans la molécule C, ici, donc on voit qu'on a un benzène et on a un groupement NO2. Donc là, déjà, on peut se dire, le benzène, comme on l'a vu juste avant, il exerce un effet -I, mais on se rappelle que le groupement NO2, comme je l'ai dit dans la première partie, possède une double liaison NO. Et donc là, si on regarde bien, on a une alternance d'une liaison pi, sigma, et pi, la deuxième liaison pi, représentée par la double liaison NO. Donc en fait ici,
ça forme un effet moins M. Effet moins M qui du coup va être supérieur à l'effet moins I initialement exercé par le benzène. Donc on considère que dans cette molécule, il y a juste l'effet moins M qui va venir donc exercer son action sur le NH2 en fonction principale. Et donc l'effet moins M, encore une fois, c'est un effet attracteur d'électrons. Donc il va venir attirer les électrons à lui, il va venir fragiliser la liaison NH du groupement amine, et donc va venir diminuer la basicité de la molécule en favorisant une libération d'un ion H+. On termine ensuite avec la dernière molécule. Donc là, on voit donc que c'est une molécule avec un cycle à 6 carbones et un groupement NO2 en position méta. Donc juste petit rappel de cours rapide. Si vous avez votre fonction principale, le carbone juste à côté sera en position ortho. S'il est espacé d'un carbone avec la fonction principale, il sera en position méta. Et s'il est opposé au carbone, il sera en position para. Donc ça, voilà, ça c'était juste un petit rappel de cours, mais ça ne servait pas dans l'exercice. Donc ici, on a un NO2 qui est en position méta par rapport à la fonction principale, donc ici le NH2. Et donc le NO2, donc, il n'est pas à proximité d'une double liaison, donc il n'y a aucun effet mésomère qui est formé, mais le NO2, lorsqu'il ne forme pas d'effet mésomère avec une double liaison, il va avoir un effet moins I. Or là, comme on l'a dit juste avant, dans le cas des effets inductifs, s'ils sont espacés de plus de 3 carbones de la fonction principale, alors ils se dissipent. Or là, si on compte, on a 1, 2, 3, 4 carbones qui séparent le NO2 du NH2. Donc l'effet -I exercé par le NO2 se dissipe et donc il n'a aucun effet sur le NH2 de la fonction principale. Donc c'est ce que je vous marque ici. Tac tac, on rappelle. Donc voilà, non, c'est ce que je vous marque ici, pardon, excusez-moi, j'ai été perdu. C'est ce que je vous marque ici, il se trouve éloigné de plus de 3 carbones du NH2, donc son effet dissipé. Donc on arrive à la fin de notre exercice. Donc voilà, donc, je vous fais un dernier rappel par rapport à la force de la basicité, donc qui est renforcée lorsque la liaison NH est renforcée, et la basicité est diminuée lorsque la liaison NH est fragilisée. Et donc, encore une fois, il va falloir tenir compte de la supériorité des effets mésomères sur les effets inductifs, et de la supériorité de l'effet inductif négatif sur l'effet inductif positif. Et donc là, à partir de là, on pouvait déterminer l'ordre décroissant de basicité de nos molécules. Donc là, ce qu'on va chercher à voir, d'abord, on va chercher à trouver celle qui se trouve être la plus basique. Or, là, ici, on a vu qu'à la molécule P, la molécule la plus basique, c'est celle-ci, puisque l'effet plus I, donc l'effet donneur exercé par le méthyle, va venir renforcer la liaison NH du NH2. Alors que si on regarde dans toutes les autres molécules, soit la liaison NH2 est fragilisée comme dans la molécule A ou la molécule C, soit la liaison n'est absolument pas atteinte par un quelconque effet que ce soit, comme dans la molécule D. Donc ici, notre molécule la plus basique sera la molécule B. Ensuite, on passe à la molécule qui du coup sera un petit peu moins basique. Donc là, ici, c'est notre molécule D. Donc comme on l'a vu juste avant, en fait, le NH2 n'est absolument pas atteint par un quelconque effet que ce soit, puisque l'effet -I est dissipé comme on l'a vu. Puis, on passe donc aux molécules les moins acides. Donc là c'est pareil. Donc en fait, on va regarder. Donc il nous reste que les molécules C ici et la molécule A. Je sais pas, voilà, on va peut-être réussir à les voir un peu. Voilà, comme ça on voit les deux. Et donc là, encore une fois, l'effet -M va être supérieur à l'effet -I. Donc c'est-à-dire que la liaison NH sera beaucoup plus fragilisée dans le cas de l'effet -M que dans le cas de l'effet -I. Donc la molécule C sera beaucoup moins basique que la molécule A, du fait justement de la plus grande fragilité de la liaison NH présente dans la molécule C. Donc du coup, on peut en conclure que la molécule A est plus basique que la molécule C, ce qui nous donne donc
un classement décroissant de basicité de molécule B, qui est plus basique que la molécule D, qui est plus basique que la molécule A, qui est plus basique donc que la molécule C. Et donc, avec cet ordre, il nous suffisait donc de reprendre les valeurs qui étaient associées à chacune de nos molécules, et donc on trouvait un enchaînement de nombres, donc de 0,1, 0,8, 20, 21. Et donc ça nous donnait la date du 1er août 2021, et donc c'est cette date-là que doit rentrer Marty dans la DeLorean pour pouvoir rejoindre le dock. Donc c'est ce qui termine ce premier exercice, donc j'espère que ça a été pour vous. Donc on va passer ensuite à la correction de l'exercice 2, mais là du coup c'est pas moi qui m'en occupe, donc je vous souhaite bon courage pour cette période, accrochez-vous, et puis des bisous. Salut à tous, donc moi je vais vous corriger l'exercice 2 et question 1, on vous demandait d'indiquer le type d'addition et de dessiner les produits et les réactifs, enfin ou les réactifs de la réaction. Donc avant toute chose, on va faire un petit rappel de cours. Il existe deux types d'additions, les additions radicalaires dues à une rupture homolytique et les additions ioniques électrophiles qui elles sont dues à une rupture hétérolytique. Donc les additions radicalaires, pour fonctionner, elles ont besoin de conditions particulières telles qu'une présence de H nu, présence de peroxyde ou de forte température, et elles se déroulent en trois étapes, donc initiation, propagation et terminaison. Elles sont aussi caractérisées par un effet Karash. Les additions ioniques électrophiles, quant à elles, elles n'ont pas besoin de conditions particulières et elles sont caractérisées par un effet Markovnikov, qui peut s'appliquer seulement sur les alcènes. Donc en gros, si une molécule contient des hétéroatomes, donc la plupart du temps, ça sera des halogènes tels que le brome, le chlore ou l'iode, ce ne sera pas considéré comme un alcène, et du coup on ne pourra pas utiliser l'effet Markovnikov, et du coup il faudra tenir compte des effets électroniques de la molécule. Parce que, oui voilà, attention, la prof ne considère pas les molécules avec une double liaison et des hétéroatomes comme des alcènes non purs. En fait, elle dit que le terme alcène pur c'est un pléonasme, et il ne faut pas l'utiliser, et alcène non pur pareil. En gros, tout ce qui est double liaison avec des carbones et des hydrogènes, c'est un alcène, et dès qu'il y a la présence d'un hétéroatome, c'est plus un alcène. Voilà. Et du coup, voilà, là, il y a un tableau récapitulatif des additions qui m'a beaucoup servi en PACES. Du coup, vous pouvez le prendre en photo ou le screener, ça pourra vous servir. Surtout cette dernière case là avec l'effet Karash et l'effet Markovnikov, il y a un petit moyen technique bien sympa pour l'effet Markovnikov. Donc voilà, c'est fini pour le rappel et on passe à la réaction 1. Donc réaction 1, on vous demandait de dessiner le produit et on pouvait direct voir d'emblée, c'est la première chose à faire, c'est regarder au-dessus de la flèche s'il y a des conditions particulières. Ici, il n'y en avait pas, donc c'est une addition ionique électrophile. Ici, on pouvait voir qu'il y a présence de brome, c'est un hétéroatome, donc ce n'est pas un alcène. Donc on va devoir se référer aux effets électroniques. On pouvait constater le groupement NO2, qui est un cas particulier à retenir parce que ça peut tomber en partiel. NO2 en fait, c'est un groupement qui contient une double liaison instable qui alterne entre les deux atomes d'oxygène. Donc en fait, il y a une double liaison dans le NO2 et on pourrait penser que c'est un effet du coup pi sigma n. Du coup non, c'est un effet pi sigma pi. Pi sigma pi qui est effet mésomère, accepteur d'électrons, donc moins m. Et du coup à gauche on avait un effet pi sigma n avec le Br, ce qui donnait un effet mésomère donneur plus m. Donc qui dit plus m à gauche et moins m à droite voulait dire que le carbone ici avait une charge partielle positive et celui-là une charge partielle négative. Donc le chlore, qui a une charge négative, va venir se fixer sur le carbone qui avait une charge partielle positive. Parce que du coup le plus attire les moins et vice versa. Et donc le H, qui est H+, va venir s'insérer sur le carbone qui a une charge négative. Donc voilà. Donc c'est fini pour la réaction 1. Ensuite, réaction 2, on pouvait voir direct qu'il y a présence de peroxyde, donc ROO', enfin ROOR', c'est du peroxyde. Donc qui dit
Peroxyde dit addition radicalaire, et qui dit addition radicalaire dit effet Karash. Il faut que ça vienne direct. Faut que ce soit un mécanisme automatique. Il faut que ce soit automatique. Donc, effet Karash, ça veut dire que le nucléophile, donc ici le Br, nucléophile c'est ce qui a la charge négative, et l'électrophile c'est ce qui a la charge positive. Donc le Br, qui est le nucléophile, va venir se fixer sur le carbone le moins substitué. C'est ça l'effet Karash. Je l'avais mis dans le tableau, voilà. Donc le nucléophile se fixe sur le carbone le moins substitué, et le H+, l'électrophile, dans les additions, l'électrophile c'est toujours H+, se fixe sur le carbone le plus substitué. Donc voilà. Donc Br- va venir se fixer sur le plus substitué, voilà. Le H, on ne le considère pas comme un substituant. Donc le carbone 1, il avait comme substituant que l'iode, alors que le carbone 2, il avait le CH3 et le fluor. Donc c'était le carbone le plus substitué, celui qui allait recevoir le H+. Donc voilà. Ça donnait ça. Ensuite, réaction 3. Il y a aussi présence de UV, donc c'est une condition particulière, donc ça sera une addition radicalaire, et l'effet Karash va s'exercer. Sauf que ici, voilà, contrairement aux autres réactions, on demandait de trouver le réactif, la molécule réactive. Donc on nous donnait le produit et il fallait la trouver. Donc effet Karash voulait dire que l'iode qui était ici, c'était fixé sur le carbone le moins substitué et le H+ sur le plus substitué. Donc c'est vrai puisque le moins substitué, il a CH3 là et CH3 là, alors que lui, le carbone 3, il a un CH3 et un C2H5. Donc il y avait juste à prendre le H, le I, tac, ça faisait HI, et du coup il fallait recopier cette partie de la molécule dans la molécule réactive. Voilà. Et ça donnait ça. Ensuite, réaction 4. Réaction 4, voilà. Il n'y avait pas de condition particulière, donc il fallait... C'était une addition ionique électrophile, tout simplement. Sauf qu'ici, il n'y avait pas présence d'hétéroatomes, c'était qu'une molécule avec une double liaison et que des carbones et des hydrogènes, donc ça voulait dire que c'était un alcène. Donc il fallait utiliser effet de Markovnikov. Effet de Markovnikov, le mot mnémotechnique, c'est les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Ce qui veut dire que le nucléophile, donc le Br-, c'est-à-dire c'est le composant ayant le plus d'électrons, puisque c'est pour ça qu'il a le moins, c'est qu'il a le plus d'électrons, va aller sur le carbone le plus substitué. Donc en gros, l'effet Markovnikov, voilà, je l'ai dit ici, l'effet Markovnikov, il est opposé à l'effet Karash. Donc le Br- va venir se fixer sur le plus substitué. Ici, il y avait du CH3 et du C2H5 comparé au carbone 2 qui a du CH3 et un H, qui est l'H n'est pas du coup un substituant. Du coup, ce qui nous donnait cette molécule. Voilà. Ensuite, dernière réaction, la réaction 5. Pareil, il n'y avait pas de condition particulière pour que ce soit une addition radicalaire, donc c'était une addition ionique électrophile. Et c'était un alcène, donc on utilisait l'effet Markovnikov. Et donc ici, le carbone le plus substitué, c'était le carbone 3, CH3 et C2H5. Et le moins substitué, c'était le 2. Donc le F, qui était la substance nucléophile, va venir se fixer sur le plus substitué, et le H, l'électrophile, va venir se fixer sur le moins substitué, ce qui nous donnait cette molécule. Voilà, bon, en espérant que cet exo n'a pas été très compliqué, normalement ça allait. Je vais vous mettre le tableau. Tac. Donc, on va passer à l'exercice 3. Donc du coup, on se retrouve maintenant avec un exercice sur les substitutions. Donc tout d'abord, il est essentiel de définir quelques notions. Donc tout d'abord, le réactif électrophile, donc noté E+, c'est une espèce chimique qui est déficiente en électrons et qui du coup sera chargée positivement. Et du coup, elle réagira avec des sites riches en électrons. Du coup, ça se complète, quoi. Un réactif nucléophile qu'on peut noter
Nu ou Nu-, lui, du coup, sera contraire à l'électrophile. Il sera donc riche en électrons. Et du coup, il réagira avec les sites pauvres en électrons. Du coup, c'est assez logique. Ça fait comme un aimant. Le plus va avec le moins. Un solvant polaire protique, du coup, c'est un solvant qui possède au moins un hydrogène qui pourra intervenir du coup dans les liaisons hydrogènes et du coup, il solvate les anions. Au contraire, un solvaire polaire aprotique est un solvant polaire qui du coup ne peut pas perdre d'hydrogène ou très difficilement et du coup, il va solvater les cations. Donc du coup, ici, vous avez la liste des solvants polaires protiques que vous pouvez retrouver ainsi que les solvants polaires aprotiques. Donc du coup, on va s'intéresser ici à la réaction 1. Du coup, il fallait indiquer le type de substitution. Donc pour indiquer le type de substitution, on va du coup s'intéresser au type de solvant, à savoir s'il est polaire protique ou polaire aprotique. À savoir que pour les substitutions nucléophiles d'ordre 1, on aura affaire à des solvants polaires protiques, alors qu'au contraire, pour les substitutions nucléophiles d'ordre 2, ce sera des solvants polaires aprotiques. Donc ici, on avait de l'H2O, donc de l'eau. Donc on sait que c'est un solvant polaire protique. Du coup, on était dans le cadre d'une substitution nucléophile d'ordre 1. Donc maintenant, on nous demandait de dessiner les produits. Donc on avait ici notre substrat. Et on sait que pour une substitution nucléophile d'ordre 1, il y a 2 étapes successives. Donc premier temps, c'est la rupture de liaison avec le groupement partant. Donc ici, c'était Br qui allait partir. Et puis dans un second temps, l'attaque du nucléophile qu'on a défini tout à l'heure, qui était ici OH, qui va attaquer soit du côté opposé, donc ici, soit du même côté que le groupement partant. Donc en fait, dans les cadres d'une substitution nucléophile d'ordre 1, on aura un mélange racémique produit. Donc un mélange racémique, ce sera le substrat avec l'attaque du nucléophile du même côté, mais aussi du côté opposé. Et à savoir, un mélange racémique est fait d'une molécule qui sera d'une configuration R et l'autre d'une configuration S. Ce sera 50% de chaque molécule. Donc du coup, voilà, on obtenait donc ici l'attaque de notre nucléophile, ici du même côté et ici du côté opposé. Et du coup, c'était le Br qui était le groupement partant et du coup qui allait remplacer l'alcool. Donc du coup ici c'est pas nécessaire mais bon du coup on peut vérifier que c'est bien un mélange racémique en faisant les configurations absolues des 2 produits obtenus. Donc ici on avait une molécule de configuration S puisque c'était A, B, C, donc on tournait dans ce sens-là. Et pour le deuxième une configuration R puisque ça faisait A, B et C avec la règle de Sipe toujours du coup et ça nous faisait une configuration R dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, on va s'intéresser à la réaction 2. Donc ici, on avait un solvant polaire aprotique qui était l'acétone. Du coup, on était dans le cadre d'une substitution nucléophile d'ordre 2. Donc maintenant, on nous demandait de dessiner la molécule qui correspondait au substrat. Donc c'est différent de tout à l'heure qu'on nous demandait les produits. On veut maintenant savoir le substrat en fonction du produit qu'on avait obtenu. Donc du coup, ici, on voyait qu'on avait ce produit-là avec du NaCl. Donc on savait que le groupement partant était du Cl et que par contre le nucléophile qui attaquait était un nitrile, enfin un CN, quoi. Donc du coup ici, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et donc du coup, vu qu'on obtenait ça, on sait que dans une substitution nucléophile d'ordre 2, le nucléophile attaque du côté opposé au groupement partant. Donc ici, on voyait que le CN attaquait de ce côté. Du coup, on pouvait en déduire que le groupement partant était de l'autre côté et que du coup, c'était le Cl. Du coup, on revenait en arrière et on voit bien que le Cl est du côté opposé au CN et que le CN venait ici pour faire le nucléophile avec l'électrophile qui était ici le sodium. Donc du coup, maintenant, on se demandait si s'était produit une inversion de Walden. Donc oui, vu que nous sommes dans le cadre d'une substitution nucléophile d'ordre 2, il y a systématiquement une inversion de Walden. Cette inversion de Walden, elle correspond à une notion de réarrangement tétraédrique. Donc là, on le voit parce que ça attaque du côté opposé, donc c'est ça qu'on peut appeler un réarrangement tétraédrique.
Maintenant, on se demandait s'il se produisait une inversion de configuration. Donc ça, en fait, dans les substitutions nucléophiles d'ordre 2, il peut se produire une inversion de configuration, mais ce n'est pas systématique, différemment à l'inversion de Walden, qui, elle, est systématique dans les substitutions nucléophiles d'ordre 2. Donc ici, pour savoir s'il y avait une inversion de configuration, il fallait tout simplement faire la configuration absolue de notre substrat ainsi que de notre produit. Donc là, comme d'habitude, on utilise notre règle de CYP. Donc le Cl venait en premier, puis après c'était notre fonction aldéhyde, puis après on avait notre CH3, puisque dans la règle de CYP on a d'abord le chlore, puis après là c'était un C puis un H, ici aussi c'était un C plus un H, mais on avait le O qui intervenait, et le O est plus prioritaire que l'hydrogène. Donc du coup ça nous faisait A, B, C. Notre quatrième substituant est en arrière du plan, donc il ne nous pose pas de problème. Donc du coup ça nous faisait dans ce sens, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc on était bien dans une configuration S. On fait maintenant la configuration absolue de notre produit. Donc c'était d'abord le groupement aldéhyde, puis le nitrile, et puis enfin le CH3, comme tout à l'heure, puisqu'on sait que le O intervient avant le N, qui intervient avant le H. Donc ça nous faisait hop dans ce sens-là, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On était donc dans le cadre d'une configuration S. Donc on voyait ici qu'on avait deux configurations S, donc il n'y avait pas d'inversion de configuration. Maintenant, on va se pencher sur la réaction 3. Donc, on nous demandait d'indiquer le type de substitution. Donc, ici, on avait la réaction se produisait en présence de CH3OH, qui est un solvant polaire protique. Donc, on est bien dans le cadre d'une substitution nucléophile d'ordre 1. Mais ici, il fallait faire attention parce qu'au début, on peut se dire « Mais attends, il n'y a pas de solvant ici ». Mais en fait, c'est que aussi, notre nucléophile et notre électrophile servaient aussi de solvant. Ça, il faut faire attention, ça peut tomber. Il ne faut pas se dire, what, il n'y a pas de solvant. Mais en fait, c'est que l'électrophile et le nucléophile servent aussi de solvant. Donc ici, c'était un solvant polaire protique, donc SNE. Il faut bien le savoir, ça, SNE1, c'est protique, alors que SN2, aprotique. Il faut le savoir, c'est tout. Donc maintenant, du coup, on était dans le cadre du SN1, donc deux étapes. Premièrement, rupture de liaison avec le groupement partant qui était ici l'iode, puis attaque du nucléophile qui était ici CH3O, et donc soit du côté opposé, soit du même côté. Et du coup, on obtenait encore un mélange racémique avec 50% du même côté, 50% du côté opposé. Et du coup, comme tout à l'heure, mélange racémique, chaque produit a une configuration différente. Et donc, on pouvait vérifier le mélange, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais au moins, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas. Donc là, pareil, règle de CYP. Donc tout d'abord, le O qui est prioritaire sur le C et encore sur le C. Donc c'était le plus prioritaire. Puis après, ici, on avait un C avec deux C. Et ici, on avait un C avec un autre C. Et puis après, c'était du H. Donc le carbone est prioritaire à l'hydrogène. Donc celui-ci était plus prioritaire que celui-ci. Donc hop, ça nous faisait une configuration S. Et ici, pareil, on avait notre quatrième substituant en arrière du plan. Donc ça ne posait pas de problème. Donc on fait pareil ici. Donc c'était le A, le B et le C. Et hop, on était dans une configuration R dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, nous demander s'il se produisait une inversion de Walden. Donc non, puisqu'on est dans le cadre d'une substitution nucléophile d'ordre 1, et ce n'est jamais dans les substitutions nucléophiles d'ordre 1 qu'il se produit une inversion de Walden, mais dans le cadre des substitutions nucléophiles d'ordre 2. Donc maintenant, on s'intéressait à la réaction 4, donc il fallait indiquer aussi le type de substitution. Donc on observait ici que la réaction se produisait en présence de DMSO. Donc c'est un solvant polaire aprotique, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau de nos solvants. Donc du coup, on était dans le cadre d'une substitution nucléophile d'ordre 2. Maintenant, il fallait nommer et donner la configuration absolue du ou des produits. Donc du coup, il fallait déjà dessiner la molécule substrat que l'on nous a juste nommée. Donc c'était un 2S 2-bromobutane. Donc d'où d'abord, il fallait dessiner la molécule substrat puisqu'on nous donnait que sa nomenclature. Donc du coup, on va commencer par dessiner, moi je sais que je commence par dessiner la chaîne carbonée. Donc butane, c'était 4 carbones. Et après, du coup, on avait le brome qui était sur le carbone 2 et une configuration 2S.
Donc du coup, on avait notre chaîne avec nos 4 carbones. Donc on sait qu'on veut un carbone asymétrique. Donc il y a forcément un substituant de C2H5. Donc ça nous faisait 1, 2, 3, 4. Et donc après ici on avait un H pour ce carbone puisqu'il faut qu'il ait 4 substituants. Donc on pouvait le mettre ici. Et le Br qui était donc sur le carbone 2. Donc ça faisait 1, 2. Et du coup on le mettait ici. Et après il fallait qu'il ait bien la configuration demandée. Donc du 2S. Donc on va vérifier si la molécule qu'on vient de dessiner était bien de 2S. Donc si par exemple là on voyait que c'était pas 2S, le Br on l'aurait mis de l'autre côté. Vu qu'on sait que le Br va être le plus prioritaire de tous les substituants. Donc ici on regardait, donc brome le plus prioritaire, après C2H5 et après c'était le CH3. Bon, le dernier substituant, l'hydrogène, il est en arrière, hop, on s'en fout. Donc du coup ça faisait brome, C2H5, CH3, donc du 2S. Parfait, c'était ce qu'on voulait. Donc, si vous aviez commencé à tracer votre molécule avec le Br de ce côté, il suffisait juste d'échanger de côté. Donc, maintenant, on était dans le cadre d'une substitution nucléophile d'ordre 2, donc une seule étape. Le nucléophile attaque exclusivement du côté opposé au groupement partant. Donc ici, le groupement partant était le brome. Et c'était le thiol, la fonction thiol, qui allait attaquer du côté opposé au brome, qui était le groupement partant. Donc hop, le groupement partant, il part et il se fixe avec le sodium. Et le groupement thiol attaquait du coup du côté opposé. Donc maintenant, il fallait nommer et trouver la configuration absolue de notre produit. Donc du coup, on était toujours avec du butane, puisque la molécule de base ne change pas. C'était juste le substituant du carbone 2 qui changeait, donc c'était le brome qui devenait un thiol. Donc du coup on le met, c'est toujours donc 1, 2, 3, 4 pour la chaîne carbonée, donc le butane, et sur le carbone 2 la fonction thiol. Et il fallait maintenant faire la configuration. Du coup le thiol est le plus prioritaire d'après la règle de CYP, puis après c'était le groupement éthyle, puis le méthyle. Donc ça nous faisait ABC, quatrième substituant toujours en arrière du plan, merci bien. Et du coup ça faisait hop du 2R dans le sens des aiguilles d'une montre. Du coup on voyait qu'ici on avait bien une inversion de configuration différemment à notre substitution nucléophile d'ordre 2 de tout à l'heure. Donc maintenant on sait qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de dessiner la molécule substrat, parce qu'on pouvait aussi faire du 2S de bromobutane. Et du coup, on pouvait le faire comme ça, puisque là, du coup, ça marchait aussi. Et donc, du coup, ça respectait aussi la configuration qu'on nous demandait. Donc, du coup, est-ce qu'il y a une inversion de Walden? Donc, oui, puisqu'on est dans le cadre d'une SN2, donc toujours une inversion de Walden, mais pas dans les SN1. Et maintenant, est-ce qu'il y avait une inversion de configuration? Donc ça, on l'a bien vu tout à l'heure. Ici, on a un 2S, ici, on a un 2R. Donc, elles sont différentes. Donc, il y a une inversion de configuration. Donc voilà, maintenant, on vous a mis à la fin de l'exo un petit tableau qui récapitule tout ce qu'on veut savoir sur les substitutions nucléophiles avec leur nombre d'étapes. Donc 2, on l'a vu pour les SN1, 1 pour les SN2. De quel ordre étaient ces substitutions, leur molécularité, la vitesse, etc. Donc ça, vous pouvez vous pencher sur le sujet. Donc vous aurez de toute façon la correction sur Community et vous pouvez vous en servir pour les révisions, l'imprimer comme vous voulez. Donc voilà, c'est fini pour l'exercice 3. Bon courage! Bonjour à tous, du coup on se retrouve pour corriger ensemble l'exercice 4. Ça sera le seul exercice de TD sur le cours de Liagre, donc ça va consister en la cyclisation et la décyclisation. Donc on avait une molécule à cycliser, c'était le D-talose, à cycliser en bêta-D-talopyranose. Donc ici on a notre molécule de D-talose. Et donc pour réaliser cette cyclisation, il faut faire attention à respecter différentes étapes. Donc il y a deux grandes étapes. Dans un premier temps, on analyse uniquement la molécule. Donc on va commencer par définir s'il s'agit d'un aldose ou d'une cétose. Donc dans le cas des aldoses, on aura une fonction réductrice aldéhyde qui sera sur le carbone 1. Et dans le cas des cétoses, on aura une fonction réductrice cétose qui sera sur le carbone 2. Ici, on peut voir que notre fonction réductrice, elle est ici. Et elle est donc sur notre carbone 1. On est dans le cas d'un aldose. On doit ensuite regarder si on doit obtenir une forme furanique ou une forme pyranique. Ici, on voit qu'on doit avoir du bêta-D-talo
pyranose. Pyranose, donc on doit avoir une forme qui est pyranique. Et comme on est dans le cas d'un aldose, ça veut dire que ça sera les carbones C1 à C5 qui seront impliqués. Ensuite, on détermine la position du pont. Ça va être en fonction de si on avait du D ou du L. Ici, on avait du D-talose. Donc, on mettra à droite si le OH du carbone asymétrique avec lequel on fait le pont est à droite. Et le pont sera à gauche si le OH du carbone asymétrique est à gauche. Ici, le pont sera à droite puisque le C5 est à droite. Déterminer l'anomérie, alpha ou bêta. Donc, si on est dans le cas d'une formule de Tollens et qu'on veut du alpha, le OH sera du côté du pont hémiacétalique et du bêta, il sera du côté opposé. Pour Haworth, pour alpha, on aura pour les os de série D, l'anomère est en bas. Pour ceux de série L, il sera en haut. Et bêta, pour les os de série D, l'anomère est en haut. Et pour ceux de série L, il est en bas. Ici, on nous demande du bêta-D talopyranose. Donc, du bêta, l'anomère sera donc en haut sur une configuration, enfin sur une formule de Haworth. Ensuite, on détermine la position des OH dans le cycle. Les OH qui sont à droite seront en dessous du plan, alors que ceux qui sont à gauche seront au-dessus du plan. Une fois qu'on a toutes ces informations, on peut passer à la deuxième grande étape, qui est de cycliser la molécule. Donc ici, on a la molécule de bêta-D talose, celle qu'on a vue plus haut avec quelques couleurs pour repérer les différents constituants. On va commencer par faire tourner d'un quart de tour le carbone qui est relié au groupement OH qui fait le pont. C'est ce groupement OH qui va faire le pont, celui qui est proche de la fonction CH2OH, ici du groupement CH2OH. Donc on va le faire tourner de un quart de tour, à droite dans le sens des aiguilles d'une montre, ou l'OH à gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, on a un OH qui est à droite, donc on va le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir la molécule suivante. Le OH se retrouve donc dans l'axe du squelette carboné, comme on peut voir ici, et notre CH2OH, il est projeté à gauche dans notre cas. On va ensuite coucher notre molécule. Pour coucher la molécule, on veut que le CHO, celui-ci, soit le plus à droite possible, alors que le groupement OH de là soit à gauche. Donc on couche notre molécule et on obtient celle-ci, donc c'est la même, on l'a juste couchée. On peut voir que donc les groupements qui sont en bas en Tollens, ils restent en bas pour le Haworth, et pareil pour ceux en haut, donc là c'est facile. Et le CH2OH, il est directement dans la bonne position, puisqu'il est en haut, il va rester en haut. On va ensuite essayer de la cycliser, on va prendre la forme d'un cycle, donc on sait combien de carbones doivent être impliqués dans notre cycle, et on va placer l'oxygène qui va faire le pont, donc du groupement OH qui va faire le pont, celui qu'on a déterminé tout à l'heure, c'est celui-là. On va le placer à cet endroit-là. C'est tout le temps plus ou moins la même forme de cycle, donc on va le placer ici. On va ensuite placer les autres OH sur les carbones du cycle correspondant. Donc ceux qui sont en haut, on les laisse en haut, et ceux qui sont en bas, on les laisse en bas. Ici, tout est en haut, donc on peut tout replacer en haut. Ce qui reste va se fixer sur notre carbone 1, donc c'est cette partie-là et cet hydrogène-là, puisqu'on a pris que l'oxygène pour faire notre pont, donc l'oxygène du pont. Donc tout ça, ça va venir se fixer sur notre carbone 1 qui était jusqu'à présent vide, donc celui-ci. Ce qui fait que il faut savoir maintenant si on met notre OH en haut ou en bas. Donc pour l'anomérie, dans les séries D, alpha en bas et bêta en haut, et dans les séries L, alpha en haut et bêta en bas. Ici, on est dans une série D, donc l'anomère il va être en haut puisqu'on veut quelque chose de bêta. Donc on met notre anomère en haut et on obtient donc cette molécule cyclisée. On avait une deuxième molécule à cycliser, c'était le D-tagatose qu'on devait cycliser en alpha-D-tagatofuranose. Donc comme tout à l'heure, on va reprendre les mêmes étapes. On va commencer par analyser la molécule. Donc ici, on est dans le cas d'une cétose. Ça, c'est dans les filiations. Donc on est dans le cas d'une cétose ici. On regarde si l'on doit obtenir une forme furanique ou une forme pyranique, pardon. On voit qu'on doit avoir du alpha-D-tagatofuranose. Donc on nous demande une forme furanique. Ça veut dire que ce seront les carbones de C2 à C5 qui seront impliqués, et plus C1. D'accord? On va ensuite déterminer la position du pont. Donc le pont sera à droite, puisque sur notre molécule qu'on a juste ici, le C5 c'est à droite. On va déterminer l'anomérie. Ici on nous demande du alpha.
donc l'anomère, il se situera en bas. Et pour la position des OH dans le cycle, c'est pareil que tout à l'heure. Les OH à droite seront... Pardon. Excusez-moi. Les OH à droite seront en dessous du plan, alors que les OH à gauche, ils seront au-dessus du plan. Alors, comme tout à l'heure, on réalise notre deuxième étape, qui est la cyclisation en elle-même. On fait tourner d'un quart de tour le carbone qui est relié au groupement OH qui fait le pont. C'est toujours celui d'en bas qui va faire le pont, donc c'est cet oxygène-là, de ce groupement OH-là. On le fait donc tourner pour venir mettre notre groupement OH dans l'axe du squelette carboné. De cette manière-là, donc notre CH2OH, il passe à gauche. Donc, voilà, une fois qu'on a fait ça, on va coucher notre molécule. Comme tout à l'heure, c'est la même règle. Le CH2OH doit être à droite, alors que le groupement OH du pont doit être à gauche. On obtient donc une molécule couchée comme ceci. On voit que les groupements en bas, en tolins, ici, ils seront en bas en Haworth, et ceux en haut, ils seront en haut aussi. Comme tout à l'heure, le CH2OH, il est directement dans la bonne position, il est en haut sur le bon carbone. On prend ensuite la forme de notre cycle. Ici, on a une forme de cycle différente, puisque comme on l'a vu plus haut, quand on a analysé notre molécule, on nous demande une forme furanique, donc ce seront les carbones C2 à C5 qui seront impliqués dans le cycle, donc un de moins que quand on nous demande une forme pyranique, où c'était C1 à C5. Donc on a un carbone de moins dans notre cycle. Comme tout à l'heure, on vient placer l'oxygène du pont au niveau ici, donc au niveau de là où il y en a le pont. Ensuite, les groupements qui sont en haut restent en haut, donc CH2OH, le OH vert et le OH rose. Ils se placent successivement, donc comme ceci. Ensuite, on a cet hydrogène-là qui est inutilisé, enfin qui pour l'instant n'est pas placé. Il va donc venir se placer sur le carbone 1, ici. Là, on place aussi notre CH2OH sur le carbone 1, comme ceci. Et on est dans le cas d'une série D, donc l'anomère il va être en bas puisqu'on nous demande du alpha. Donc c'est mon oxygène ici avec la double liaison oxygène. Cependant, ici j'ai cet hydrogène qui va venir s'y fixer et donc je vais perdre la double liaison et obtenir un groupement OH au lieu de juste un atome d'oxygène. Donc là on a cyclisé la deuxième molécule. Donc comme ça vous avez vu comment on cyclisait une forme furanique et une forme pyranique. Dans la question 2, cette fois-ci, on devait avoir le raisonnement inverse, puisqu'il fallait qu'on décyclise le bêta-détagatofuranose en détagatose. Donc, on nous donnait cette molécule-là, on a rajouté, comme tout à l'heure, des couleurs. Donc, on compte le nombre de carbone dans le cycle, pour commencer. Là, je compte, et je vois que j'ai un cycle à 4 carbones. Du coup, je vais représenter une chaîne carbonée linéaire de 4 carbones. Et sur cette chaîne carbonée-là, je vais venir replacer les éléments qui sont sur le cycle sur les carbones correspondants. On peut considérer donc ce carbone comme c'est le carbone 4, celui-là. Donc ce qui était sur le carbone 4 ici, c'est le CH2OH qui va passer sur le carbone ici. Mon OH, il passe sur le carbone 3, cet OH-là sur le carbone 2. Et donc le CH2OH et l'oxygène, ils vont passer sur le groupement, le carbone 1. Ce à quoi il faut faire attention ici, c'est que donc déjà cet oxygène-là, celui du pont, il provient du carbone 4. Quand on se représente un ose, l'atome d'oxygène qui fait le pont, il est tout le temps sur le dernier carbone. Donc on vient le mettre sur notre dernier carbone qui est celui-ci. Et on a aussi cet hydrogène-là qui est rattaché tout le temps à l'oxygène du pont au niveau du dernier carbone quand on le représente sous forme de tolins. Donc ici, je vais venir placer mon hydrogène aussi ici. Ce qui fait que, comme je vous disais, on obtient donc les groupements qui sont en haut, ils restent en haut. L'hydrogène qui était là, il est passé ici avec l'atome d'oxygène du pont. Et donc, j'ai mon CH2OH qui suit la ligne du squelette carboné. Et le O, cet oxygène-là, il se place toujours en bas. Donc là, je le place en bas. Et du coup, comme j'y ai retiré l'hydrogène qui était là, j'obtiens une double liaison. Ce qui est logique, puisqu'on a du bêta-détagatofuranose. Donc en fait, c'est assez logique.
Ensuite, il nous faut redresser la molécule une fois qu'on a obtenu celle-ci. Donc pour la redresser, on fait bien attention à ce que le CH2OH il soit tout en haut et que le groupement OH qui vient intervenir dans le pont, lui, soit en bas. Donc je remonte ma molécule dans ce sens-là. Une fois qu'elle est remontée comme ça, j'ai quasiment fini. Sauf que la première étape quand on cyclise, il faut se rappeler que c'est faire un quart de tour pour venir mettre l'OH du pont dans la ligne du squelette carboné. Donc là, on va faire l'inverse. Normalement, c'est le CH2OH qui vient dans notre squelette carboné. Du coup, on va faire un quart de tour dans le sens inverse de ce qu'on faisait pour cycliser. Et de ce fait, on va obtenir la molécule suivante. C'est un petit peu compliqué, la cyclisation des cyclisations. Il y a une fiche sur Community. On vous conseille de vous habituer, pour vous habituer à le faire, de vous entraîner. C'est ce qui marche le mieux. Vous pouvez prendre des oses de l'affiliation et vous entraîner à les cycliser, et puis après à les redécycliser. Donc dans cet exercice-là, on avait aussi une deuxième partie, où en fait on avait l'affiliation des aldoses, et il fallait compléter par ce qui manquait. Donc il vous faut bien savoir que les deux filiations, elles sont à connaître par cœur. C'est pas mal de... Enfin, il y a généralement au moins une question qui porte dessus. Donc pour les connaître, parce que c'est pas simple, il y a différents moyens mémotechniques. On vous en a proposé un ici, mais après vous pouvez chacun créer votre moyen mémotechnique. Ou alors on a une fiche avec plein de moyens différents. Du coup, dans cette filiation-là, il fallait ici reconnaître que ça, c'était le D-glycéraldéhyde. Donc c'est un triose de quelle part la formation, donc de quelle part la filiation, pardon. Ensuite, il vous fallait dessiner le D-xylose. En fait, c'était le même que l'ixose, sauf que vous aviez le premier OH ici qui était à droite au lieu d'être à gauche pour le lixose. Et ensuite, sur la dernière ligne, il vous manquait carrément les deux molécules d'ici avec les deux noms. Donc c'était le D-glucose qui se représente de la manière suivante, ainsi que le D-mannose qui est comme le D-glucose, sauf que le premier OH sur le carbone 2, eh bien, il va être à gauche au lieu d'être à droite pour le D-glucose. Et enfin, il vous manquait deux noms, donc c'était le D-galactose et le D-talose. Donc c'est tout pour l'exercice 4, j'espère que vous n'avez pas trop galéré parce que c'est quand même un concept qui est assez compliqué. Et je vous souhaite bon courage pour l'exercice 5 et pour la suite. Bisous! Coucou, alors je vais vous corriger l'exercice 5. Donc première question, il nous fallait exprimer l'enthalpie de la réaction principale en fonction des enthalpies des réactions intermédiaires. Donc déjà, on pouvait constater que tous les éléments chimiques de notre réaction principale sont présents dans les réactions 1, 2 et 3. Et donc à partir de ça, on allait pouvoir reconstruire notre réaction principale en fonction des réactions intermédiaires. Et en éliminant donc tous les éléments qui sont en trop. Donc déjà, on va commencer par repérer les composés de notre réaction dans les réactions intermédiaires. Donc on a le C2H4 qui est présent du côté des réactifs et on le retrouve dans notre réaction 3 du côté des réactifs également. Les coefficients stoichiométriques sont les mêmes, donc on va pouvoir laisser notre réaction 3 telle qu'elle. Ensuite, dans la réaction, on a le O2 qui est présent dans la réaction 2, mais cette fois il est du côté des produits alors qu'il était du côté des réactifs dans notre réaction principale. Donc du coup, il va falloir qu'on prenne l'opposé de notre réaction, c'est-à-dire qu'on inverse les produits et les réactifs pour avoir notre O2 du côté des réactifs. Et enfin, pour notre CH3COH, même chose, il va falloir inverser la réaction 1 pour que notre CH3COH se retrouve du côté des produits. On obtient donc ceci. Donc là, voilà, on a inversé la réaction 1 et la réaction 2. Donc inverser une réaction, ça revient à multiplier son enthalpie par -1 en fait. Et donc maintenant, il va falloir supprimer en quelque sorte les composés qui ne sont pas présents dans la réaction de base. Donc on a le H2O, le C, le H2. Alors le H2O, il est présent du côté des réactifs dans la réaction 1 et du côté des produits dans la réaction 2. Donc ici on a marqué notre réaction 1 et notre réaction 2 en inversé, car c'est comme ça qu'on va les utiliser. Et donc notre H2O, comme il est dans les mêmes quantités du côté des réactifs et du côté des produits, il va s'annuler.
Même chose pour le 2C, il est ici du côté des réactifs et dans la réaction 3 du côté des produits, donc ça s'annule. Et pareil pour le H2, il est présent du côté des réactifs dans la réaction 2 et du côté des produits dans la réaction 3. Donc ici, on pouvait combiner nos trois réactions en une en mettant tous les réactifs d'un côté et tous les produits de l'autre. Donc ça nous faisait ça. On peut constater qu'on peut supprimer tous nos éléments qui sont en trop parce qu'ils sont présents des deux côtés de la flèche dans les mêmes proportions. Et on obtenait donc bien notre réaction principale. Donc pour récapituler, on a multiplié notre réaction 1 par moins 1, multiplié notre réaction 2 par moins 1, et on a laissé notre réaction 3 telle qu'elle. On obtenait donc la formule suivante, enthalpie de la réaction principale égale moins l'enthalpie de la réaction 1, moins l'enthalpie de la réaction 2, plus l'enthalpie de la réaction 3. Ensuite, question 2, il nous fallait calculer l'enthalpie de la réaction principale. Donc, on pouvait utiliser deux méthodes. Première méthode, il fallait simplement se servir de la formule qu'on venait de calculer dans la question précédente. Donc, on note la formule, on applique les données et on obtenait ΔHR égale 2261 kJ par mol. Ensuite, on pouvait également utiliser une deuxième méthode, donc en se basant sur la relation de S. Donc à partir de la relation de S, on pouvait retrouver les enthalpies de tous les composés de notre réaction et faire la relation de S pour retrouver l'enthalpie de la réaction complète. Donc d'abord, on va commencer par chercher l'enthalpie de C2H4. Donc C2H4, il est présent dans la réaction 3. Et donc, d'après la relation de S, on note l'enthalpie de la réaction 3, et ça nous fait 2 fois l'enthalpie de C plus 2 fois l'enthalpie de H2, donc les produits, moins l'enthalpie de C2H4, le réactif. Sauf que, comme on le sait, les corps purs, leur enthalpie est nulle. Donc, même si on n'a pas l'enthalpie de C et de H2, on sait que ça va faire 0. Et donc, il ne nous reste plus que cet inconnu. On isole notre enthalpie de C2H4 en passant le moins de l'autre côté. Ça nous fait enthalpie de C2H4 égale moins l'enthalpie de H3. Et on trouve moins 1933 kJ par mol. Ensuite, pour calculer l'enthalpie de CH3COH, on se sert de la réaction 1. Donc ici, on note notre réaction, on applique la relation de S, et là, on se rend compte qu'il nous manque l'enthalpie de H2O. Donc il va falloir retrouver l'enthalpie de H2O avant de pouvoir trouver celle de CH3COH. Donc pour trouver l'enthalpie de H2O, on se sert de la réaction 2. Pareil, on applique la relation de S, on trouve delta H2O égale enthalpie de la réaction 2 divisé par moins 2, et on obtient moins 271,5 kJ par mol. Et donc, à partir de l'enthalpie de H2O qu'on vient de trouver, on peut compléter notre formule avec l'enthalpie de la réaction 1. On obtient donc enthalpie de CH3COH égale 2 fois moins 271,5 moins 871 égale 328 kJ par mol. Et donc maintenant qu'on a les enthalpies de tous les composés de notre réaction principale, on va pouvoir calculer ΔHR. Donc on a calculé ΔHCH3COH, ΔHC2H4 et on n'a pas calculé ΔHO2, mais c'est encore pur, donc on sait que cette enthalpie est nulle. Ce qui nous fait 328 moins 1933 plus 0, et on obtient, comme tout à l'heure, 2261 kJ par mol. C'était pas demandé dans la question, mais on pouvait noter que l'enthalpie que cette réaction était endothermique, car son enthalpie est positive. Donc là, la méthode 2, ça peut être bien de savoir la faire, parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent, mais c'est quand même très important de savoir faire la méthode 1, car dans certains QCM, on ne vous donnera aucune valeur, et on va seulement vous demander d'exprimer l'enthalpie à partir des réactions intermédiaires. Donc c'est vraiment important de savoir faire la première méthode. Ensuite, question 3, il nous fallait calculer la température. Donc pour ça, on pouvait se servir de cette formule, car dans les données, on disposait du Kp, du R, qui est une constante, et de l'enthalpie libre. Donc, on isole le T et on obtient cette formule.
Mais par contre, il fallait bien faire attention parce que dans les données, l'enthalpie libre, elle était en mégajoules par mol, et ici, on la voulait en joules par mol, parce que la constante R, elle est en joules par mol par Kelvin. Donc, pour passer des mégajoules au joule par mol, on multiplie par un facteur 10 exposant 6, ce qui nous fait 1597 divisé par moins 8,31 fois ln de 0,505. On trouve une température en Kelvin de 281, qu'on pouvait convertir en degrés en soustrayant par moins 273, et on obtenait 8 degrés. Et enfin, question 4, il nous fallait calculer l'entropie de la réaction. Donc on se servait de cette formule, ΔG égale ΔH moins T delta S. On isole notre delta S. Et là, pareil, il fallait penser à bien homogénéiser les unités de l'enthalpie et de l'enthalpie libre. Donc, comme en général, l'entropie se trouve en joules par mol par Kelvin, c'était plus simple pour nous de convertir et l'enthalpie libre en joules par mol. Donc notre enthalpie libre, elle est en kilojoules par mol. Donc pour la convertir en joules par mol, on multiplie par un facteur 10 exposant 3. Et notre enthalpie libre, elle est en mégajoules par mol. Donc comme tout à l'heure, on va la multiplier par un facteur 10 exposant 6. Ce qui nous fait 1597 moins 2261 10 exposant 3, divisé par moins 281, la température qu'on a trouvée tout à l'heure, en la mettant bien en Kelvin, et on obtient delta S, donc l'entropie, égale 8041 joules par mol par Kelvin. Pareil, c'était pas demandé dans l'énoncé, mais on pouvait noter que cette réaction tend vers plus de désordre, car l'entropie est positive. Petit moyen mémotechnique, plus il y a de serpents, plus il y a de désordre. Serpent, ça commence par un S, et l'entropie, ça symbolise le désordre. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice. Je vous souhaite bon courage et bisous. Bonjour à tous, du coup on se retrouve pour le dernier exercice de ce TD4. Donc c'était un exercice sur l'équilibre acido-basique, donc il y avait deux parties où on testait deux acides différents, mais bon, peu importe le contexte. Du coup dans cet exercice, c'était un exercice assez complet, il faisait manipuler pas mal les formules. Du coup, moi ce que je vous conseille devant ce genre d'exercice, c'est de noter toutes les formules que vous connaissez, enfin qui sont dans le cours sur votre feuille de brouillon. Et comme ça, après, moi, ça me permettait de voir quelles données, quelles concentrations et quelles données sont dans quelle formule. Et ensuite, on pouvait retrouver les éléments qui manquaient. Parce qu'ici, il manquait pas mal d'éléments, en fait. Donc, on nous donnait dans les données le pH, la concentration en acide et la concentration en base. Donc, la première question, c'était d'écrire la réaction qui se produit entre l'acide cyanhydrique et l'eau. Donc déjà pour rappel, un acide c'est un électrolyte dont l'ionisation donne des protons H+, et à l'inverse une base c'est un électrolyte dont l'ionisation capte des protons H+. Du coup l'acide va donner son proton H+ à la base. Donc ici il fallait se rappeler que l'eau c'est une espèce amphotère ou ampholyte, ça revient au même. C'est-à-dire qu'elle peut se comporter à la fois comme un acide et comme une base, ça dépend des réactions dans lesquelles elle est impliquée. Donc, quand elle joue le rôle de base, l'eau est impliquée dans le couple H3O+, H2O. Et quand elle joue le rôle d'acide, l'eau est impliquée dans le couple H2O, OH-. Du coup, dans notre énoncé, on nous demandait d'écrire la relation qui se produit entre l'acide cyanhydrique et l'eau. Du coup, vu qu'on avait déjà un acide, l'acide cyanhydrique, on en déduit que l'eau, elle agira en tant que base ici dans la réaction. Du coup, on en déduit que nos deux couples sont déjà le couple de l'acide cyanhydrique, donc HCN, CN-, et le couple H3O+, H2O, dans lequel l'eau joue bien le rôle de base. Ensuite, du coup, pour écrire une réaction acido-basique, il fallait se rappeler qu'on a toujours ce format-là, c'est-à-dire l'acide du couple 1 plus la base du couple 2, qui va nous donner l'acide du couple 2 plus la base du couple 1. Donc il nous suffisait juste ici d'appliquer avec les deux couples qu'on a donc mis en évidence juste au-dessus.
Donc l'acide du couple 1, CHCN, l'acide cyanhydrique, qui va réagir avec la base du couple 2, du coup c'est l'eau, pour donner du CN- et des ions H3O+. Donc on obtient donc la réaction finale qui est celle-ci. Ensuite, du coup, la question 2, c'était de calculer la constante Ka du couple acido-basique sans passer par le pKa. Donc là, c'était fait exprès pour vous faire manipuler un petit peu les formules. Donc du coup, pour calculer ce Ka, on va se rappeler du coup de la formule justement de cette constante. Donc Ka, on peut l'écrire comme ceci. Donc Ka est égal à la concentration en base fois la concentration en ion hydronium H3O+, divisé par la concentration en acide. Donc si on l'applique à notre réaction qu'on a trouvée juste au-dessus, ça nous donne la concentration en CN- fois la concentration en ion H3O+, divisé par la concentration en HCN. On ne tient pas compte de la concentration en eau puisqu'elle est en excès dans le mélange. Donc, dans les données, on avait bien la concentration en acide HCN et la concentration en base CN-. On n'avait pas par contre la concentration en ion H3O+, mais on avait le pH. Et du coup, comme on a marqué toute notre petite formule sur le brouillon, on se rappelle que le pH est égal à moins le logarithme de la concentration en ion H3O+. Si on isole cette concentration, ça donne donc la concentration en ion H3O+, qui est égale à 10 puissance moins le pH. On remplace donc tout ceci dans notre formule du Ka et on obtient la concentration, Ka est égal à la concentration en ion CN- multiplié par 10 puissance moins pH qui est égal donc à la concentration en ion H3O+, divisé par la concentration en acide. On n'avait plus qu'à passer à l'application numérique. Donc du coup, le pH, il était donné, il valait 9,2. La concentration en acide, elle nous était donnée en micromoles par litre. Donc elle valait 900 micromoles par litre. Donc là, il fallait faire attention à mettre tout dans la même unité. Donc on mettait tout en moles par litre. Et pour passer du coup des micromoles par litre à des moles par litre, on multipliait par 10-6. Et la concentration en base a été déjà donnée en moles par litre, donc il n'y a pas de souci. Donc on faisait tout ce calcul et on obtient Ka est égal à 1,02 fois 10 puissance moins 9. Petit rappel, la constante Ka ne possède pas d'unité. Ensuite, question 3, donc on disait qu'on augmentait maintenant la concentration en acide et on obtient du coup de nouvelles concentrations. Donc la concentration en acide qui vaut 3 mmol par litre et la concentration en base qui vaut 1,2 mmol par litre. On nous demandait donc de trouver la concentration en ion H3O+, en utilisant la relation d'Anderson-Hasselbalch. Donc pour ça, on se rappelle que la relation d'Anderson-Hasselbalch, c'est pH est égal à pKa plus log de la concentration en base sur la concentration en acide. Donc pour intégrer la concentration en ion H3O+, dans cette formule, on va utiliser le fait que le pH, encore une fois, est égal à moins le logarithme de la concentration en ion H3O+. Donc on remplace, ça nous donne moins log de H3O+, est égal à pH plus log de base sur acide. On peut ensuite isoler du coup la concentration en ion H3O+. Donc ici, on a juste enlevé le moins ici pour qu'ici ça devienne positif et on inverse tous les signes du coup de l'autre côté. Donc on a log de H3O+, qui est égal à moins pKa moins log de base sur acide. Et du coup, en isolant, on obtient H3O+, qui est égal à 10 puissance moins pKa moins log de base sur acide. Donc, il faut savoir que log de A sur B, c'est égal aussi à moins log de B sur A. Donc, c'est ce qu'on vous a marqué ici. Donc ici, moins log de base sur acide, ça revient à dire plus log de la concentration en acide ou en base. C'est comme vous voulez le retenir, c'est peu importe, les deux fonctionnent. Donc après, moi j'ai choisi d'utiliser la formule avec le moins, mais ça marche aussi avec le plus. Il faut juste bien penser à inverser les deux concentrations. Donc on pouvait pas passer à l'application numérique justement parce qu'on ne connaissait pas le pK du couple. Cependant, on peut le trouver à l'aide du Ka. Donc du coup, il faut savoir que le Ka d'un couple, il est constant, il ne varie pas. Du coup, on peut utiliser celui qu'on a trouvé avant, même si les concentrations changent, ça n'influe pas sur le Ka.
ni le pKa du coup, parce que c'est relié. Donc on utilise cette formule, pKa qui est égal à moins log de Ka. Donc on avait trouvé 1,2 fois 10-9, on obtient donc un pKa de 9. On peut ensuite du coup maintenant passer à l'application numérique. On obtient la concentration en ion H3O+, qui est égale à 10 puissance moins le pKa, donc moins 9, moins log de la concentration en base sur la concentration en acide. Et du coup, les concentrations, elles étaient données en millimoles par litre, toutes les deux en millimoles par litre. Donc il fallait bien penser à les convertir en mol par litre en multipliant par 10-3 pour les deux. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Et du coup, on trouvait la concentration en ion H3O+, qui est égale à 2,5 fois 10-9 mol par litre. Ensuite, question 3b. Oui, c'était ça. Question 3b. Donnez le pourcentage d'acide et de base dans cette nouvelle solution. Donc, pour trouver le pourcentage d'acide et de base, on va partir du rapport acide sur base. Ou base sur acide, mais dans ce cas-là, on est parti du rapport acide sur base. Donc pour ça, on va le calculer, du coup avec les concentrations qui sont données dans l'énoncé, donc toujours en pensant bien à multiplier par 10-3 parce que c'est en millimol par litre et qu'on veut les passer en mol par litre. Donc la concentration en acide, 3 millimol par litre, donc 3 fois 10-3, la concentration en base, 1,2 millimol par litre, donc 1,2 fois 10-3 mol par litre. Et on obtient donc un rapport acide sur base qui vaut 2,5. Donc à partir de là, on va affecter à la concentration en base et la concentration en acide des valeurs relatives qui nous permettent de respecter ce rapport. Donc par exemple, ici on a choisi d'affecter à la base Cn- la valeur de 10 et à l'acide HCN la valeur de 25. Et du coup, dans ce cas-là, si on vérifie, on trouve bien que le rapport vaut 2,5, puisqu'on fait 25 du coup la valeur de l'acide sur 10 la valeur de la base, ça nous fait 2,5. Donc là, on a choisi 10 et 25, mais on pouvait choisir plein d'autres valeurs relatives, 100, 250 par exemple, ou plein d'autres choses. Il faut juste que ces deux valeurs respectent le rapport acide sur base, donc HCN sur Cn- qui vaut 2,5. Donc dans notre cas, on a pris 25 molécules entre guillemets d'acide et 10 molécules de base entre guillemets. Donc sur un total de 35 molécules, du coup, on a 10 molécules de base pour 25 molécules d'acide. Donc on va pouvoir calculer le pourcentage de molécules de base et le pourcentage de molécules d'acide. Donc pour ça, on fait le nombre de molécules de base, donc 10, sur le nombre de molécules totales, 35, fois 100 puisqu'on le veut en pourcentage. Donc ça nous donne 28,6%. Donc dans cette solution, il y a 28,6% de base. Donc ensuite, soit on faisait 100% moins 28,6%, mais sinon on peut raisonner de la même manière, en faisant le nombre de molécules d'acide, du coup on a affecté la valeur de 25, sur le nombre de molécules totales, 35 du coup dans notre exemple, fois 100 pour le pourcentage, ce qui nous donne 71,4% d'acide. On va donc passer maintenant à la partie 2. Du coup, on s'intéressait à un nouveau couple dans cette partie, le couple acido-basique H2PO4-, HPO4-2-. Donc qui réagit avec de l'eau. Ça c'est important à noter. Donc on nous donnait le pH, la concentration en acide et le Ka. Donc la première question, c'était de calculer le pKa du couple avec deux manières différentes. Donc la première façon de le faire, c'était avec la relation d'Anderson-Hasselbalch. Donc la relation d'Anderson-Hasselbalch, elle dit que pH est égal à pKa plus log de base sur acide. Donc si on applique à notre couple, ça nous donne pH est égal à pKa plus log de HPO4-2- sur H2PO4-. On connaît le pH qui est donné dans l'énoncé, on connaît la concentration en acide qui est donnée aussi dans l'énoncé, mais il nous manque la concentration en base. Donc la première étape, ça va être de trouver cette concentration en base. Et là justement, si on a noté toutes nos petites formules au début, on voit bien que dans la formule du Ka, la concentration en base, elle intervient. Et justement, notre Ka, il était donné dans les énoncés. Du coup, on va se servir de cette formule, donc Ka qui est égal à la base, la concentration en base fois la concentration en H3O+ sur la concentration en acide.
Donc appliqué à notre couple, ça donne ceci. On isole du coup la concentration en base. Donc on fait passer du coup la concentration en acide de l'autre côté, on obtient Ka fois la concentration en acide qui est égale à la concentration en base fois la concentration en H3O+. On divise du coup, on fait passer l'H3O+ de l'autre côté et on obtient ceci. Cependant, on ne connaît pas la concentration en ion H3O+, mais comme on connaît le pH, on peut la retrouver. On se rappelle du coup que pH est égal à moins log de H3O+. En isolant du coup H3O+, on obtient la concentration en ion H3O+, qui est égale à 10 puissance moins pH. On va pouvoir du coup intégrer ceci dans notre formule ici pour trouver la base, la concentration en base. Donc ça nous donne Ka fois la concentration en acide sur 10 puissance moins pH, qui est équivalent à la concentration en ion H3O+. On applique donc cela avec du coup les données de l'énoncé, Ka qui est égal à 5 fois 10 moins 7, la concentration en acide qui était égale à 6 mmol par litre. Donc là c'est pareil, il fallait bien penser à convertir en mol par litre en multipliant par 10 moins 3, sur 10 puissance moins pH, 10 puissance moins 5,6. On obtient donc une concentration en base égale à 1,2 fois 10 moins 3 mol par litre ou 1,2 mmol par litre. Donc ensuite, il ne fallait pas oublier ce qu'on nous demandait dans la question, donc on nous demandait le pKa. Du coup, on revient à notre relation d'Anderson-Hasselbalch. Maintenant qu'on connaît les deux concentrations, on peut isoler le pKa. Donc on fait passer tout ce logarithme de l'autre côté, on obtient pKa est égal à pH moins log de la concentration en base sur la concentration en acide. Donc comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, log de A sur B c'est égal à moins log de B sur A. Donc c'est ce qui est marqué ici, mais après vous pouvez choisir comme vous voulez, celle que vous préférez. Donc cette fois-ci j'ai gardé la formule avec le plus. Du coup j'ai inversé les deux concentrations, la concentration en base du coup au dénominateur et la concentration en acide au numérateur. On n'a plus qu'à faire l'application numérique, du coup le pH 5,6 plus log de la concentration du coup en acide qui vaut 6 mmol par litre qui était dans les énoncés. Donc on multiplie par 10 moins 3 pour mettre en mol par litre et la concentration en base qu'on a trouvée juste au-dessus. On trouve donc un pKa qui vaut 6,3. La deuxième méthode pour calculer le pKa, c'était tout simplement pour calculer le pKa, c'était tout simplement d'utiliser le Ka, comme il était donné dans les énoncés. Donc le pKa est égal au moins log du Ka. Donc avec l'application numérique, on obtient pKa égale moins log de 5 fois 10 moins 7, ce qui nous donne bien aussi 6,3. Dernière question, il fallait retrouver à quel couple correspond chaque diagramme et comparer la force des acides. Du coup, pour savoir quel diagramme représente quel couple, on va utiliser le pKa. Donc sur un diagramme de prédominance comme ceci, il faut savoir que le pKa, en fait, il se situe à l'intersection des deux courbes, mais en abscisse. C'est-à-dire que donc on va le trouver ici à l'intersection, mais pas en ordonnée, mais en abscisse. On va le lire en fait sur l'échelle du pH, parce que je vous rappelle que le pKa, c'est la concentration pour laquelle c'est le pH pour laquelle la concentration en acide est égale à la concentration en base. Du coup, on le lit à l'intersection, on descend au niveau de l'abscisse. Du coup, pour ce diagramme, donc c'est toujours approximatif. Donc, là, on descend à l'intersection, on trace une ligne droite ici et on obtient approximativement 9. 5, 6, 7, 8, 9. On va dire 9, un peu plus de 9. Et ensuite, pour ce diagramme-ci, donc on descend et on obtient un pKa du coup de 6. Et du coup, il fallait se référer à ce qu'on avait trouvé avant. Le deuxième couple, le couple de la partie 2 du coup, qui était le couple H2PO4- HPO4-2- a un pKa de 6,3 et le premier couple, qui était le couple avec l'acide cyanhydrique, a un pKa de 9. Donc du coup, à l'aide des diagrammes, donc celui-ci a un pKa de 9, donc on détermine que c'est le diagramme qui représente le couple HCN-CN-, et du coup l'autre représente le couple H2PO4- HPO4-2-. Ensuite, pour savoir quel acide est le plus fort, donc il faut se rappeler
que la force d'un acide évolue de manière inversement proportionnelle au pKa. Donc autrement dit, plus le pKa d'un couple sera faible, plus l'acide sera fort. Donc on rappelle que ici du coup le pKa il est égal à 6 et ici le pKa il est égal à 9. Donc du coup on en déduit le pKa le plus faible c'est le pKa du couple 2 de la partie 2 là, donc celui-ci. Et du coup l'acide le plus fort c'est celui-ci, le H2PO4-. Voilà, j'espère que ça a été clair et que ça a été pour vous. Si c'est pas le cas, vous pouvez nous poser toutes les questions sur Community, sur le forum. Et puis on vous souhaite plein de courage pour cette période compliquée. Des bisous!